Le plus gros employeur de Sarre lance une suppression massive de postes. L'équipementier automobile ZF va se séparer de 1800 collaborateurs d'ici fin 2025 et 4500 emplois au total pourraient disparaître d'ici fin 2028. L'annonce officielle a été faite hier. Peu de points à l'ordre du jour du Conseil communautaire dans le Pays de Bitche, mais de gros débats. Un vote à bulletin secret a à nouveau été demandé pour une décision budgétaire. Autre source de conflit, Halloween au Simseroof. Premier bilan pour l'apport volontaire des recyclables sur le territoire de la Casque, 20% de recyclage en plus et 223 000 € de recettes supplémentaires grâce à la revente à des industriels et à l'aide de Citeo. Dans le cadre de son plan de lutte contre les déchets abandonnés, la Casque va bénéficier d'une nouvelle aide financière de Citeo. Ensemble, ils vont travailler sur l'identification de ces zones de dépôt sauvage et mettre en place des actions pour enrayer ce fléau. Moselis rénove son parc de logements sociaux dans l'arrondissement de Sarreguemines. 9 millions d'euros sont investis pour réhabiliter 255 logements. Des travaux sont en cours notamment au Vieux-Chêne, dans le quartier de l'Almende. Conférence sur les malgré nous et les déportés militaires. Le Cercle d'Histoire de Bérenthal a convié Nicolas Mengus, docteur en histoire, pour donner une conférence sur les incorporés de force durant la Seconde Guerre mondiale. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on fera aussi le point sur l'association du troisième âge du Pays de Bitche. Notre invitée du jour est sa directrice Isabelle Kunz. Et la grande difficulté, c'est le recrutement. On en parle dans quelques minutes. On commence par une très mauvaise nouvelle. Les rumeurs persistaient depuis des mois. C'est malheureusement confirmé. ZF a annoncé hier la suppression de 1800 emplois d'ici fin 2025. Et ce ne sera sans doute que la première vague. D'ici 2028, ce sont au total 4500 emplois qui devraient disparaître. Un dégraissage massif pour cet équipementier, fabricant de boîtes de vitesse, qui subit de plein fouet la crise du secteur automobile. Les intérimaires et les CDD seront les premiers touchés. Il y aura aussi des départs en pré-retraite, mais il y aura aussi des licenciements secs. De nombreux travailleurs frontaliers risquent d'être concernés. Ils sont actuellement 2500 à y travailler. Basé à Sarrebruck, ZF est le plus gros employeur de Sarre, avec à l'heure actuelle un effectif de près de 10 000 employés. Premier bilan pour la communauté d'agglo Sarreguemines-Confluence. Où en est-on concernant le traitement de nos déchets ménagers? Avant d'aborder son nouveau plan de lutte contre les déchets abandonnés, la Casque a fait le point sur les bornes d'apport volontaire. Voici le bilan résumé en images et en infographie. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence a mis en place une nouvelle politique de tri des ordures entre 2022 et 2023. Est-elle efficace? La réponse est oui. Cette nouvelle politique de tri a porté ses fruits, notamment pour la revalorisation de nos petits déchets ménagers. Je pense notamment aux emballages plastiques ou encore ces petits papiers et cartons. Au total, 3782 tonnes de petits emballages, papiers et cartons ont été valorisés en 2023 contre 3122 tonnes en 2021, soit une augmentation de 20% du recyclage de nos ordures ménagères. Néanmoins, les erreurs de tri restent encore bien présentes. Selon les estimations fournies par la Casque, 1115 tonnes de déchets ont été mal triées en 2023 contre 991 erreurs de tri constatées en 2021. Des refus de tri qui ont un impact financier direct pour la collectivité car elle doit souvent payer le double pour une tonne de déchets résiduels contre une tonne de déchets qui peut être de nouveau revalorisée. Mais dans l'ensemble, ces refus de tri restent minoritaires par rapport à la masse d'ordures ménagères qui ont pu être revalorisées. À noter que ces déchets sont parfois convertis en électricité, compost ou encore biométhane. Une autre partie de ces ordures peut être revendue à des industriels. Cette opération de revente permet de dégager de nouvelles recettes pour la collectivité. Les recettes sont passées d'environ 502 000 € à 725 000 € entre 2021 et 2023, si l'on compte aussi les aides financières apportées par Citeo pour le réemploi de ces déchets ménagers au niveau de la Casque. Citeo vient justement de renforcer son partenariat avec la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. L'objectif est de lutter contre les déchets abandonnés, ces pneus, téléviseurs, appareils électroménagers, retrouvés souvent au pied des bornes de tri ou en forêt. Le nettoyage de ces déchets a un coût pour la collectivité. Depuis mars 2024, une brigade verte est déjà déployée sur le territoire pour contrôler les différentes zones de tri. Désormais, la collectivité veut aller plus loin. Régis Larose, responsable du service de collecte des déchets, nous explique quelles seront les actions qui seront menées pour tenter d'endiguer ce fléau grâce à ce nouveau partenariat.
Pour nous, maintenant, l'objectif, c'est de définir les endroits où on retrouve énormément d'emballages et de papier diffus jetés dans la nature, afin de pouvoir définir une stratégie des opérations qui vont nous permettre de mieux capter ce gisement. Alors, il y a 3 formes d'actions qui vont être mises en place. Dans un premier temps, essayer de communiquer auprès des usagers, du grand public, pour limiter le fait de jeter ces déchets-là. Ensuite, on va essayer de mettre en place des moyens de captation, de collecte et de tri de ces déchets. Il faudra peut-être augmenter le nombre de bornes, de points de tri, peut-être mettre des bacs à certains endroits où les volumes sont certes moins importants, mais malgré tout qui polluent quand même la nature. Et en dernier recours, c'est les actions que l'on fait, des actions curatives, comme au pied des points de tri actuellement, on ramasse les déchets que l'on trouve encore dans la nature. On collecte actuellement beaucoup de déchets au pied des bornes, beaucoup trop. Actuellement, quasiment tous les jours, on collecte environ 750 kg de déchets. C'est 2 agents, un véhicule, une remorque tous les jours. On y ramasse également tous les emballages, les papiers qui ont été déposés au sol et que ces mêmes agents sont obligés de remettre dans les bornes. Donc globalement, un coût important pour la collectivité pour ramasser sur la ville de Sarreguemines. Et on indemnise également les autres communes pour pouvoir réaliser ce même travail par le biais de leurs services internes, parce que les distances seraient trop importantes pour pouvoir le faire nous-mêmes. Donc un coût à ce niveau-là vraiment important. Le partenariat porte sur 114 000 € par an sur 2024 et 2025 pour accompagner les services de l'agglomération à mettre en place ces dispositifs, à faire vivre ce plan d'action, à communiquer, à sensibiliser pour qu'au final, il y ait de moins en moins d'emballages abandonnés sur le territoire. Dans un premier temps, il faut essayer de les réduire et puis ensuite les éradiquer. Je ne me fais pas trop d'illusions, on n'y arrivera pas. Les déchets donnent souvent lieu à des débats, en particulier lors des conseils communautaires dans le Pays de Bitche. Ce n'est pourtant pas sur ce point que va porter la chronique politique de Marie-Morgane. Alors Marie-Morgane, le dernier conseil communautaire en date dans le Pays de Bitche, c'était mardi soir. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de débats? Alors on aurait pu penser que le conseil serait rapidement expédié puisqu'il n'y avait que 3 points à l'ordre du jour. Mais non, le conseil communautaire du Pays de Bitche est toujours plein de surprises. Le premier point de la séance concernait une décision budgétaire modificative et une ligne a particulièrement fait débat pendant 2h30 dans la partie dépenses d'investissement concernant l'achat de bungalows. Ils ont été achetés dans le cadre du projet Design des mondes forestiers, lancé officiellement avec la venue de Rachida Dati il y a quelques jours en Moselle. Ils sont destinés aux étudiants de l'ENSAD qui prennent part à ce projet. Cela leur permettra d'avoir un espace de travail sur place à Wolminster. Alors pour être bien clair, le sujet de la problématique n'est pas du tout l'achat en tant que tel de ces bungalows pour les étudiants, mais le fait qu'ils aient été achetés avant de voter cette modification budgétaire. Il y a eu une incompréhension de la part des conseillers communautaires. On écoute. Lancer la commande sans avoir, à un moment donné, des financements, sans avoir le budget, sans que la ligne figure au budget de base. On ne peut pas transférer des crédits d'un chapitre de l'opération d'équipement vers l'autre. On a un vote formel et ça, on l'a décidé. C'est marqué dans la maquette budgétaire. On fait une modification sur des choses qui sont déjà commandées. Je ne vois pas l'intérêt de l'Assemblée de décider sur quelque chose qui a déjà été fait. Ça ne sert à rien. On est aujourd'hui sur des acquisitions qui relèvent d'immobilier et on ne peut pas imaginer que ces conteneurs aient été achetés alors que nous n'avions pas les crédits. Voilà, je crois que cela est répété et rappelé à chaque fois et je ne peux pas imaginer, et personne ici dans cette salle, qu'une administration telle que celle de la communauté de communes, où ils sont 200 collaborateurs, il n'y ait pas ce sens du service public et du respect du Code général des collectivités et des éléments relevant du respect de la comptabilité publique. Alors, la directrice des finances de la Comcom était présente et a assuré que tout était en ordre en rappelant les possibilités de fongibilité dans le cadre d'un dépassement budgétaire. Guillaume Krause, maire de Sturzelbronn, a malgré tout demandé à nouveau un vote à bulletin secret
Pour rappel, lors du dernier conseil, pour la toute première fois, David Suc, le président de la CCPB, a essuyé un revers suite à un vote à bulletin secret. Cela concernait la sortie du SDEA et la majorité des conseillers avaient voté contre. Cette fois-ci, ce n'est pas passé loin d'une nouvelle mauvaise surprise. Il y a eu 34 votes pour, 28 votes contre. Le point a donc été adopté. Mais il y a un autre thème qui a beaucoup fait débat. Oui, il y a un point qui n'était d'ailleurs pas du tout à l'ordre du jour. Cela concerne Halloween. Pour placer le contexte, la ville de Bitche organise depuis de nombreuses années maintenant les couloirs de l'effroi à la Citadelle. Cette année, la communauté de communes du Pays de Bitche propose aux mêmes dates un événement similaire, le fort de l'Apocalypse au Simserhof, une nouveauté qui n'est pas au goût de tous. Il ne s'agit pas là de complémentarité, contrairement à ce que vous prétendez. Car les choses qui se complètent ne se heurtent pas et ne se détruisent pas. Au contraire, il s'agit bel et bien d'une concurrence directe de votre part qui nuit aux finances de la ville de Bitche. À quel moment on doit consentir le fait de moins administrer, de moins exploiter, de ne pas utiliser les moyens humains qui sont sur nos sites, de ne pas utiliser les équipements pour les faire rentrer dans une offre touristique ou une offre culturelle. Et de considérer à partir de là, mais c'est un vrai débat qu'on doit avoir, que l'offre doit potentiellement être réduite puisqu'on considère qu'il y a une forme d'exclusivité sur des animations qui existeraient. Toutes les manifestations culturelles que vous faites, c'est top, c'est bien. Mais là, il y a un hic. Et Jean-Paul Eitel, avec justice et justesse, demande des explications directes, franches. Il y a du Halloween à la Citadelle, il y a du Halloween au Simserhof. Les enfants au bout d'un déchouer, et c'est très bien, et c'est très beau, parce que je vais avec mes petits-enfants. C'est très beau. Nous, on parle maintenant de Bitche et du Simserhof. Et on nous dit que c'est l'association du Fort Saint-Sébastien qui aurait les bénéfices, avec l'argent public. Non mais, est-ce qu'on doit considérer qu'un certain nombre de manifestations méritent de ne pas être organisées parce qu'on peut considérer que dans un territoire proche, il y a des manifestations qui pourraient à un moment donné attirer des publics qui ne viendraient pas ici ou là. Et se pose la question ensuite de la rentabilité d'une manifestation lorsqu'elle est posée par une collectivité. Mais se pose aussi la question de la rentabilité de nos sites par rapport à la caisse communautaire. Pour qu'on comprenne ce maire de Bitche, est-ce que le président vous a demandé votre avis? Est-ce que vous avez pu en discuter ensemble? Bonsoir à toutes et à tous, mon avis je ne le donnerai pas. Pour répondre simplement à votre question, non, je n'ai pas été consulté. Alors comme je l'ai précisé tout à l'heure, ce n'était pas un point à l'ordre du jour, donc pas de vote prévu, mais je sentais sur place que les conseillers communautaires avaient besoin de s'exprimer à ce sujet qui semble épineux. Bon, le conseil a tout de même fini sur une note plus douce. Oui, et je dirais même féerique. On va parler d'un autre événement culturel qui va faire son arrivée au Pays de Bitche pour les fêtes de fin d'année. Et je vous rassure tout de suite, celui-ci a fait l'unanimité, la Halle aux Lumières, un parcours immersif narratif inédit à la Halle Verrière de Meisenthal. Les spectateurs seront pleinement plongés dans l'histoire écrite spécifiquement pour cet événement. Ils en prendront plein les yeux avec le mapping vidéo proposé et plein les oreilles car ils auront chacun un casque audio. C'est le CADAM avec la compagnie Déraciné Moi qui s'occupe du projet. On va avoir de la vidéoprojection sur la façade principale intérieure, donc une vidéoprojection intérieure, c'est déjà sur une façade aussi grande, c'est déjà exceptionnel, mais surtout de pouvoir avoir en même temps les pendants et pouvoir travailler sur les surfaces parfaitement lisses de cette halle absolument merveilleuse et d'utiliser en même temps par la même la halle telle qu'elle est, c'est-à-dire telle qu'elle est et telle qu'elle a été. Donc, entre autres, de pouvoir de temps en temps y revoir un verrier travailler, de pouvoir remettre en image et en lumière notamment les éléments structurels existants encore, qui font partie du patrimoine de la halle, c'est-à-dire le four notamment ou la tour de contrôle, pour raconter une histoire qui est spécifiquement écrite ici pour le territoire. Je pense qu'à travers ce projet-là de mapping, il y a encore une autre partie de la population qui pourrait être intéressée parce que c'est vraiment très très grand public, c'est très familial et on arrive effectivement à rentrer un peu dans cette féerie du mapping assez facilement. L'Assemblée a voté à l'unanimité le versement d'une subvention à hauteur de 40 000 € à l'association CADAM. L'événement La Halle aux Lumières se déroulera du 22 novembre au 29 décembre à Meisenthal.
Merci Marie-Morgane pour ta synthèse. On change radicalement d'univers. Casque de réalité virtuelle, Tovertafel, petit robot en guise d'animal domestique. Les innovations en direction des seniors et des personnes souffrant de maladies dégénératives sont nombreuses. En voici quelques exemples en images filmés par Bastien Bert au Palais des Sports d'Amnéville lors du forum sur la Journée nationale des aidants. Si on pose la main, en fait, il y a le papillon qui va venir. À chaque handicap existe son activité adaptée, et autant dire que les créateurs ne manquent pas d'imagination. Pour commencer, voici une nouvelle manière de faire voyager les personnes souffrantes de maladies neurodégénératives, le casque de réalité virtuelle. Une expérience qui reconnectera les patients avec leurs émotions par le biais de nombreuses applications immersives. Il y a des tas d'applications et en fonction des centres un peu d'intérêt de la personne, donc on lui propose après, avec les applications, qu'est-ce qui l'intéresse, et donc elle après va cibler un type d'application, et donc du coup après on fait dérouler l'application. Il y a des interactifs, il y a moins d'interactifs, il y a des fois uniquement une vidéo. Roller coaster, balade en forêt ou même dans les pyramides d'Égypte, il y en a pour tous les goûts. Autre manière de s'amuser, mais cette fois-ci en faisant marcher les méninges, le projecteur Tovertafel, diffusant une image interactive, jouable à la fois de manière assise, mais aussi debout. L'objectif, ça a été à destination des personnes ayant des troubles cognitifs, comme l'Alzheimer par exemple, et c'est de proposer en fait un jeu interactif pour créer l'interaction sociale. Enfin, nous vous présentons Faro, le petit phoque. Constitué avec de nombreux capteurs, ce petit animal permet de diminuer l'anxiété et certains syndromes dépressifs à l'image d'une méthode bien connue. On part en fait sur une zoothérapie un petit peu déviée. On va utiliser en fait un robot, mais on n'a pas différents paramètres qu'on pourrait trouver à la zoothérapie comme le risque d'allergie aux poils, de griffure parce que l'animal réagit mal. Des paramètres bien pensés jusqu'à la forme du robot, évitant de rappeler un animal que les patients auraient pu connaître. Des innovations qui ont déjà fait leurs preuves jusqu'à intégrer de nombreux centres médico-sociaux un peu partout en France. On reste dans le même thème. 2 membres du pôle autonomie du département de la Moselle étaient à Étain mardi pour une réunion d'information sur la perte d'autonomie. Au programme, présentation des rôles du pôle autonomie et des aides physiques et financières pour le maintien à domicile ou en EHPAD. Les intervenantes ont détaillé le profil des personnes pouvant en bénéficier. Elles ont aussi évoqué la protection juridique. C'est la municipalité d'Étain qui a organisé cette réunion d'information. Elle en organise une par an sur des sujets variés. Les seniors, c'est le credo de notre invité du jour. L'association du 3e âge du Pays de Bitche gère plusieurs structures, l'EHPAD Les Myosotis, l'accueil de jour Les 4 Saisons, la résidence autonomie Les Lilas, mais aussi un service de soins infirmiers à domicile et un service d'aide à domicile Restadom. Alors c'est complémentaire, mais c'est énorme, non ? C'est toute une filière entre le domicile jusque l'institutionnalisation et l'accompagnement de fin de vie. Oui, c'est une belle filière. Et alors, du coup, il y a combien de personnes qui travaillent dans ces différentes structures ? On est globalement sur l'ensemble de l'association 130 salariés, dont à peu près 10, voire 12 s'occupent de toute la paperasserie et tout le reste est au pied du résident, de la personne accompagnée, de l'usager. Au service des seniors. Et alors, pour maintenir ces effectifs, vous êtes sans cesse en train de recruter. En ce moment, il vous manque combien de personnes et vous recherchez quel type de profil ? Alors, on recherche un médecin coordonnateur. Ça, c'est pour l'EHPAD. On recherche des infirmières pour l'EHPAD. On recherche des aides-soignantes pour l'EHPAD, pour le service de soins à domicile. On recherche des auxiliaires de vie, des assistantes de vie pour le service Restadom. Donc, on recherche sur l'ensemble des structures, on recherche des professions. Et pour certaines de ces professions, vous acceptez y compris des candidats qui n'ont pas ou pas encore les formations requises ? Exactement. Donc là, on est à l'heure actuelle, ils sont en formation au Myosotis dans une des salles. On est en train de former sur 3 semaines une petite équipe qu'on a pu recruter, qui n'a absolument aucune formation et
qui seraient destinés à devenir des agents d'aide et d'accompagnement à la vie quotidienne des personnes accompagnées. Donc ils apprennent dans un premier temps qu'est-ce que c'est qu'un EHPAD, qu'est-ce que c'est que tous les services, les valeurs que porte l'association et tout ce qui va avec. Et après, ça part un peu plus dans le vif du sujet avec des choses plus techniques et en lien avec ce métier-là. Et cette équipe ne suffira de toute façon pas. Les recrutements sont en cours, donc les gens peuvent vous envoyer des CV. Est-ce que c'est particulièrement difficile de recruter dans ces différents métiers au service des seniors ? C'est difficile dans le cadre que les métiers soignants aujourd'hui, soignants, infirmiers, aides-soignants, ils n'ont plus le vent en poupe. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont plus le vent en poupe ? C'est des horaires décalés. On se lève à 5h du matin, on est sur le site à 6h15, on travaille en poste d'après-midi jusqu'à 22h. On travaille la nuit pour certains, c'est samedi, dimanche, c'est jour férié, c'est 365 sur 365 et 7 sur 7, 24 sur 24, même si durant tout ce temps-là, on ne peut pas dire qu'on est toujours au top de notre prestation, de ce qu'on aimerait faire. Parce qu'entre l'idéal qu'on a en tête aujourd'hui de ce qu'on voudrait faire avec ces métiers-là et la réalité du terrain, il y a une charge émotionnelle, il y a une charge physique, il y a une charge mentale qui fait que on est tout le temps tendu entre l'idéal du soignant et ce qu'il peut faire sur le terrain. Et en plus, il y a l'aspect, c'est pas le tout de recruter, mais encore faut-il réussir à maintenir en poste les forces vives. Est-ce que vous subissez souvent des départs ? On a subi un certain nombre de départs après le Covid, où les personnels soignants, ils ont été au front, et encore on a eu vraiment la chance de pouvoir les protéger dès le début. Et le magasin était dans mon bureau, pour ceux qui se souviennent de l'état de mon bureau, mais après cela, il y a eu effectivement une vague de départ, mais ce n'est pas des personnes qui sont parties du soin pour aller faire du soin autre part. C'est des personnes qui ont changé totalement d'orientation professionnelle. Ils ont été, on va dire, applaudis un jour, jetés à la rue quelques mois après. Ça a été très très mal vécu par certains et ils se sont rendus compte que on peut faire une vie professionnelle hors d'horaires décalés, hors de samedi dimanche et hors rentrer à la maison et avoir encore en tête tout ce qu'on a fait dans la journée et de se poser la question, est-ce qu'on a bien fait, est-ce qu'on a tout fait, est-ce qu'on a transmis tout ce qu'il fallait transmettre, est-ce qu'on a vu tout ce qu'il fallait observer. Voilà. Il y a aussi les difficultés salariales. Il y a exactement 2 ans, Mosaïque Christelle avait filmé la grogne du personnel des Myosotis qui s'était habillé symboliquement de noir en signe de deuil du salaire et en soutien de la grève nationale. Je vous propose de réécouter ce que disait une aide-soignante. En tant qu'aide-soignante, c'est très difficile d'avoir une ligne sur le salaire où il y a marqué « rappel SMIC » pour avoir le SMIC pour travailler en maison de retraite avec tout ce que ça implique. Je veux dire, pas de vacances à Noël, être là, disponible 24 heures sur 24. Et on a un tas de responsabilités parce qu'on travaille souvent à 2 la nuit pour 90 résidents, avec tout ce qui incombe. Appeler le médecin s'il faut, une gestion, et c'est très difficile. Le salaire, c'est aussi une explication du manque de candidats ? Absolument. Moi, je me souviens, il y a plus de 30 ans en arrière, une aide-soignante gagnait grosso modo 20% de plus que le SMIC. Je dis aide-soignante parce que c'est le nombre majeur de nos professions, mais les infirmières, c'était pareil. Aujourd'hui, et depuis 2010, et elle a raison de le dire, le point était bloqué. Quand on regarde jusqu'à aujourd'hui, le point, on va dire le SMIC, il a augmenté de 34%, j'ai fait refaire le calcul ce matin, et le point, le coefficient de référence pour une aide-soignante, il a augmenté de 4%. Donc vous voyez qu'au niveau attractivité, au niveau payer le prix juste pour un travail qui est fait de manière juste, on n'y est plus. Et ça, c'est
c'est obligatoire qu'à un moment donné, il y a besoin de remettre de la valeur, de l'estime dans ce que font les soignantes. Elle a raison. J'ai horreur de cette satanée ligne qui se dit rattrapage pour arriver au SMIC. Mais une aide-soignante qui démarre aujourd'hui avec 0 ancienneté, elle est à 350 € en dessous du SMIC. Et donc, il y a cette fameuse ligne de rattrapage pour récupérer entre ces 35% qui ont été l'augmentation du SMIC et ces 4% qui ont été l'augmentation de la valeur du point. Et franchement, il faut faire quelque chose. Et je pense que l'hôpital est malade, le médico-social est malade. Les IME, les instituts médicaux éducatifs, on voit de superbes salles de classe, mais le dernier que j'ai visité, il y avait une salle de classe, l'institutrice spécialisée, elle était en maternité, et l'autre, ils n'avaient pas trouvé le personnel pour. Le médico-social, c'était en octobre, ça veut dire que ces enfants-là, ils n'étaient pas à l'école depuis les vacances, le début des vacances. Ça veut dire que ces personnes-là, il y a tout à réinventer. Et je pense qu'il y a besoin de changer de regard. Il y a besoin que la santé, elle est en train de s'écrouler. Ne nous mettons pas de voile devant les yeux. Le médico-social, on a des EHPAD. Nous, on a beaucoup de chance d'avoir restauré notre maison. Vous en avez parlé, on l'a modernisée, on l'a agrandie. Elle est aujourd'hui un outil de travail, un outil d'hébergement et de confort qui est exceptionnel. La résidence à côté, c'est exactement pareil, mais il y a besoin de réinventer. Est-ce que vous êtes forcément obligé d'attendre qu'au niveau national, le point, etc., soit augmenté? Est-ce que vous ne pourriez pas décider que vous, par exemple, votre association, vous allez les payer plus? Si on les paye plus, ça a un impact direct sur le prix de journée qui, lui, est, on va dire, sous couvert du conseil départemental, de l'ARS. On a des fonds publics quand même. Et donc, on ne peut pas faire n'importe quoi, il y a besoin d'une volonté politique. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut arrêter de dire à ce niveau-là, moi je. Non, c'est plus moi je. C'est tous ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut réinventer? Qu'est-ce qu'on peut essayer de... Il y a des personnes qui savent cueillir les bonnes idées. Alors oui, il faut réfléchir un peu plus haut que juste au niveau mental. Il y a besoin d'aller faire une réflexion au niveau imaginal, mais il y a besoin de faire quelque chose. Et de changer tout ça. Parce que, résultat des courses, en plus, du coup, vous manquez de personnel, alors que, à côté de ça, du côté des résidents, du côté de la demande, je suppose qu'elle est forte, vous affichez complet? Nous, on a la chance d'avoir un établissement qui est à 100% de sa capacité. Ça, c'est une chose. Il y a des établissements qui ne sont plus à 100% de leur capacité. Mais il y a autre chose. Les personnes avec le domicile qui rentrent à la maison et qu'on ne peut pas prendre en charge sur des aides à la toilette, sur des aides aux soins primordiaux, qu'est-ce qu'on en fait? Ça veut dire que dans nos têtes, on a tout le temps un certain nombre de dossiers, on ne peut pas les prendre en charge parce qu'on n'a pas les bras pour. Parce que les métiers ne sont pas reconnus, et pourtant les gens, ils se décarcassent. Moi j'ai des équipiers, ils sont formidables, ils se décarcassent du matin au soir. Les personnes là que vous avez montrées, ils sont toujours là, et ils sont toujours prêts à intervenir. Oui, puis ce jour-là, ils n'étaient pas en grève. Ils étaient symboliquement habillés de noir, mais pas en grève. Parce que franchement, on a des personnes qui sont là depuis quasi 40 ans, depuis l'ouverture de la structure. Alors, malgré cette situation, malgré le contexte, en étant en plus une association à but non lucratif, malgré tout ça, vous avez réussi à mener plusieurs projets d'ampleur ces dernières années. Vous le disiez, il y a eu la rénovation complète de l'EHPAD, la reconstruction de la résidence, la construction de la résidence autonomie. Alors, quel est le secret de la réussite? C'est une gestion minutieuse et un bon père de famille. Vous savez, moi, un jour, on m'a appris: vous faites avec votre argent personnel ce que vous voulez. Vous vous plantez, c'est pas grave, c'est le vôtre. Mais avec l'argent qui ne vous appartient pas, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et je crois que ça, c'est une des premières leçons qu'il faut avoir. Quand j'étais à l'École nationale de la santé publique, on me disait: il faut toujours avoir un coup d'avance. Le coup d'avance, on l'a. Notre structure, elle est restaurée
vis-à-vis d'autres qui ne le sont pas encore. Notre foyer logement qu'on avait longtemps en gestion, on l'a remétamorphosé. C'est une résidence autonomie qui aujourd'hui a tout le confort qu'il faut, qui est à côté et à proximité de l'EHPAD et peut donc profiter de la mutualisation. Et qui est également citoyenne, parce que entre ceux qui peuvent profiter de la blanchisserie, de la restauration, il y a ceux qui sont des bénévoles dans notre structure. Et avant de venir là, on est en train de préparer quelque chose. J'avais dans un des salles, c'est devenu une salle de bricolage où ils sont en train, des bénévoles qui viennent là de nulle part, de partout, qui sont connus, qui sont, on va dire, les copains, les amis des uns et des autres du personnel sont là et travaillent. Il y en a d'autres qui, à la maison, ont un atelier à l'heure actuelle qui travaillent à 100% parce qu'ils ont cette volonté d'aider et de faire pour une bonne cause. Et je crois qu'aujourd'hui, les bonnes causes et surtout le bien public, il y a besoin de le remettre à jour. Je crois que le message est passé et puis que le message principal à retenir est aussi que ça serait chouette d'avoir des nouvelles personnes pour rejoindre votre équipe et qui viennent, que vous puissiez les recruter. Merci beaucoup en tout cas d'être venu. Une petite chose encore, le prochain projet, c'est la journée fraternelle du 26 novembre. C'est pour cette journée fraternelle qu'aujourd'hui, il y a 1000 petites mains qui sont en train de travailler et à la maison de retraite et à l'extérieur, et les résidents et des bénévoles. Donc, 26 novembre, il faut venir à la fête du Cassin. Si vous ne savez pas comment y accéder, téléphonez au 03 87 96 21 11, c'est le QG, c'est la maison de retraite. Tout le monde saura vous répondre. Et je crois que déjà maintenant, il faut que je leur dise merci parce que qu'est-ce que serait un directeur tout seul, sans ses équipiers? Rien du tout. Ce serait rien, vraiment rien. Donc, grand merci à tous ceux qui m'accompagnent et puis qui croient en nos projets et qui sont là tout le temps pour faire ce qu'il faut. Et merci beaucoup à vous de témoigner comme ça avec autant de cœur. Ça fait maintenant quelques mois que le Cercle d'Histoire de Bärental s'est créé. Une conférence vient d'être organisée sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. Le docteur en histoire Nicolas Mengus est venu parler notamment des incorporés de force alsaciens et mosellans. Reportage de Thibaut Desmerlet. Ici, vous avez un tampon. Il y a marqué Alsacien Lorrain déporté dans la Wehrmacht. Et ici, un autre tampon où il y a marqué prime de déporté. Payez le tampon. C'est un cours d'histoire qui a eu lieu au foyer René Schmitt de Bärental. Dans le but d'animer la vie sociale du village, le Cercle d'Histoire de Bärental, récemment créé, a organisé une conférence en présence de Nicolas Mengus. Il est docteur en histoire et membre titulaire de l'Académie des sciences, lettres et arts d'Alsace. Devant une cinquantaine de personnes, il a présenté un sujet dont il a publié de nombreux ouvrages, les Malgré nous et les incorporés de force durant la Seconde Guerre mondiale. Il a raconté des détails sur leurs conditions de vie, montré des documents de l'époque, expliqué le contexte et présenté quelques cas en particulier. Il a terminé la conférence sur le massacre d'Oradour-sur-Glane et le procès de Bordeaux. 255 logements sociaux réhabilités, 9 millions d'euros investis. Ces deux données permettent de mesurer l'impact des travaux actuellement menés par Mosellis sur l'ensemble de l'arrondissement de Sarreguemines. La volonté de l'Office OPH est de moderniser ces logements et de faire en sorte qu'ils soient moins énergivores. Reportage de Guillaume Dumonteil. À Sarreguemines, rue du Vieux-Chêne, deux bâtiments datant des années 60 sont en train d'être réhabilités. Lorsque les travaux seront terminés, les locataires auront des logements bien différents. On sort de l'énergie chaufferie-gaz fossile pour aller vers une énergie beaucoup plus verte. On tend à une maîtrise des charges de nos locataires avec une isolation de l'ensemble de ces bâtiments, changement de menuiserie, isolation thermique par l'extérieur, mise en place de VMC, changement des portes palières, changement des portes du bâtiment. Et puis on a une
acuité particulière sur ces deux bâtiments pour les personnes seniors et pour les personnes en situation de handicap, puisqu'on va y adjoindre un ascenseur pour chaque bâtiment. L'objectif est de faire passer la classe énergétique de ces logements de E à B. Ces travaux vont entraîner pour les locataires une hausse des loyers, mais elle devrait être compensée par la baisse des charges. En réalisant ces travaux, Moselis souhaite fidéliser ses locataires et en attirer de nouveaux. Grâce à cette politique volontariste et à une plus grande visibilité due notamment à l'ouverture d'une agence à Sarreguemines, le nombre de logements vacants appartenant à Moselis sur l'arrondissement est passé en un an de 44 à 12. D'autres travaux sont en cours à Sarreguemines et à Bitche. Entre fin 2023 et fin 2025, 255 des 480 logements gérés par Moselis sur l'arrondissement seront réhabilités. Pour les financer, 9 millions d'euros ont été investis. Christian Heitz a travaillé pendant 20 ans dans les HLM. Il était responsable d'un parc de 1600 logements dans le Doubs. Aujourd'hui, il fait des pizzas à Frauenberg. Suite à une chute de cheval qui l'a rendu handicapé, il a suivi une formation pour se reconvertir et créer son propre emploi en devenant à 61 ans pizzaiolo. Originaire de Sarreguemines, il a effectué un retour aux sources pour se rapprocher de ses enfants. Il a investi les locaux de l'ancienne pizzeria de la Blise qui était vide depuis 2 ans, 26A rue principale. Ça s'appelle désormais Chez Christian. Il propose des pizzas et des tartes flambées uniquement à emporter tous les soirs du mardi au dimanche. La fièvre des JO n'est pas tout à fait retombée. La preuve en images juste après les prévisions de Météo France pour demain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, comme pour le reste de la semaine, la journée de demain sera en demi-teinte avec quelques possibles éclaircies en matinée, mais un retour des nuages et de la pluie très rapidement en début d'après-midi. Côté température, les minimales iront de 10 à 12 degrés et les maximales de 16 à 18 degrés. Demain nous fêtons les Lucs et il fera jour de 8h01 à 18h39. Passez tous une belle journée et à demain. La Toussaint est l'occasion de rendre hommage. Les pompes funèbres de la chapelle vous accompagnent en vous proposant le nettoyage, le fleurissement et l'ornement des tombes. Ces services trouvent leur sens à l'approche de la Toussaint et ils sont également disponibles toute l'année. N'hésitez pas à nous contacter ou à vous rendre directement sur place, au cœur du village de Grosse-Blie-d'Estroff, en face de la chapelle. Les pompes funèbres de la chapelle, nous vous accompagnons en toute dignité, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Assistez à une soirée musicale mémorable le 19 octobre à l'espace René Cassin de Bitche dans le cadre du festival Euroclassique. Découvrez Duarte, un artiste portugais reconnu pour sa voix unique et son interprétation du fado traditionnel. Depuis son album Fado Meus en 2004, il a conquis les scènes du Portugal et de l'Espagne avec des compositions qui allient tradition et innovation. Achat des billets sur ticket-régional.fr à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Bitche ainsi qu'à la caisse du soir. J'ai toujours un peu peur que les appareils ne soient pas adaptés à mon oreille et qu'au final, ça me gêne dans la vie de tous les jours. Avoir des appareils auditifs sur mesure, c'est tout à fait possible. Grâce à l'autoscan, nous modélisons en 3D votre oreille pour que votre appareil épouse parfaitement les formes de votre conduit auditif et vous offre un confort optimal. Des lingettes, des couches culottes, des restes de repas, que faire de cette masse de déchets ménagers que l'on produit en fait chaque jour et qui se retrouvent dans nos poubelles? C'est la question que l'on s'est posée dans l'émission transfrontalière Grenzenlos du mois d'octobre. Elle sera à retrouver justement sur nos écrans cette semaine pour en savoir plus sur cette industrie du déchet des deux côtés de la frontière franco-allemande. Avant de reparler des JO, 2 infos à noter dans vos agendas. Demain, le Lions Club de Sarreguemines organise une journée de la vue, de l'audition et du dépistage du diabète. Des professionnels de santé seront réunis de 9h à 16h à l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle en zone piétonne de Sarreguemines. Ils réaliseront des tests gratuits. N'hésitez pas à en profiter, c'est ouvert à tous. Et si vous vous sentez l'âme d'un détective, il reste des places pour élucider l'enquête Meurtre au château. La murder party se déroule à Sarreguemines dans un site mythique, l'ancien
l'ancien château Hutschneider, aujourd'hui siège de la communauté d'agglo. Il y a plusieurs séances d'1 heure par soir, du vendredi 18 octobre au samedi 2 novembre. Direction maintenant Verny, la folie des jeux n'est pas tout à fait retombée. Le site d'Académos était le théâtre ce week-end de la grande braderie des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Un événement très attendu, pour preuve, l'énorme file d'attente pour se procurer quelques souvenirs des Olympiades. Reportage de Bastien Bert. Allez, nous avons entamé le dernier carton de Bob. Le dernier carton de Bob des volontaires. Dès l'ouverture de la braderie, la file d'attente descendait jusqu'au village. Tout au long de la journée, 2000 personnes se sont succédées pour essayer d'attraper quelques des 10 000 objets des JO présents à prix cassé. Et parmi les acheteurs, tous sont venus avec un objectif en tête. On va acheter, peu importe, maintenant qu'on a attendu, on va acheter. Et c'est quoi l'article que vous voulez le plus Le bob, peut-être le sac de sport et des éco-cups. Bon, il y a pas mal d'éco-cups là, donc ça c'est bien pour utiliser tous les jours, une petite peluche ou un sac, voilà, rien de précis. Chaussures, bananes, t-shirts, il y avait de tout et dans toutes les tailles. Des articles qui étaient présents dans les boutiques officielles, mais aussi dans les stades ou dans le dressing des volontaires. Mais évidemment, comme toute brocante, certains articles sont plus convoités que d'autres. Alors, les articles qui s'arrachent le plus, c'était le bob des volontaires, le fameux bob des volontaires, qui s'arrache dans toutes les braderies. Donc on était limité à un bob par personne, mais il est parti très vite. Et ensuite, il y a les sacs, les très beaux sacs à dos des volontaires aussi, et puis des volets de la flamme. Petite anecdote, c'est les savons. Il y a des petits savons à 2 € là, qui étaient marqués « J'ai participé au jeu », qui sont partis aussi comme des petits pains, les montres, voilà, et les montres terre de jeu aussi. Donc, de manière générale, c'est un beau succès. Un succès qui se remarque surtout au niveau des caisses. Nombreuses sont les personnes à s'être équipées de cartons pour amener le plus d'objets possible. Vous êtes reparti avec quoi aujourd'hui? Alors, des t-shirts officiels, quelques gobelets, des goodies, les peluches, pour faire plaisir un peu à tout le monde, voilà, les pins et tous les porte-clés. On est parti avec quelques fridges, des t-shirts, c'est pour faire des cadeaux, pour des souvenirs pour les JO, une paire de chaussures, le programme des JO, des pins, des choses comme ça, donc un peu de tout et faire plaisir à la famille, aux amis, voilà. Des cadeaux à bas prix qui permettent d'être équipés pour un bon moment, mais surtout de se rappeler les meilleurs souvenirs de cette période sportive.